J'ai soutenu ma famille pendant 11 ans, versant 2800 € au mois pour leurs besoins. À ma perte d'emploi, 94 jours de silence. Alors j'ai envoyé un tableur à chaque membre de ma famille. Le Noël a été annulé pour la première fois en 31 ans. Je m'appelle Françoise Dubois. J'ai 42 ans. Le matin où j'ai perdu mon emploi, la première chose que j'ai faite a été d'appeler ma famille. Ma mère a dit 4 mots, on va trouver une solution. Elle les a prononcés d'une voix neutre, comme un bulletin météo, puis a demandé si elle devait contacter la banque à propos du prêt immobilier, pas à propos de moi. Les premiers mots de ma sœur, c'est vraiment pas pratique. Mon frère n'a pas décroché. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine à Lyon, en France, et j'ai attendu un message, un rappel, n'importe quoi. J'ai repensé à ce que j'avais payé pendant 11 ans, le prêt immobilier de mes parents, l'assurance automobile de ma sœur, la facture de téléphone de mon frère, 2800 € chaque mois pendant 132 mois consécutifs. Plus de 369 000 €. Et quand j'ai eu besoin de ma famille pour la première fois, j'ai eu 94 jours de silence. Pas un appel, pas un message, pas un seul « vas-tu manger ?» Maintenant, laissez-moi vous ramener au début de cette histoire. Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, est le genre de ville où tout le monde sait en quelle année vos parents ont obtenu leur diplôme du lycée sur la N7. La population dépasse légèrement les 8000 habitants. 2 feux de circulation, un supermarché. Le carrefour le plus proche est à 40 minutes. J'ai grandi dans une petite maison de plain-pied bleu au bout du chemin des érables. Mes parents, Denis et Carole, avaient le genre de vie qui semblait stable de l'extérieur. Mon père a travaillé à l'entretien d'une usine de papier pendant 23 ans. Ma mère travaillait à l'accueil d'un cabinet dentaire 3 jours par semaine. Ils étaient propriétaires de leur maison. Ils avaient un vrai montant sur leur compte d'épargne. Puis, en 2008, mon père s'est blessé au dos. Une étagère d'entrepôt est tombée lors d'une routine. Il a subi une opération, puis une autre. L'usine l'a licencié 6 mois plus tard. Son allocation d'invalidité représentait environ 40% de son ancien salaire. Le compte d'épargne a commencé à descendre à toute vitesse. J'avais 26 ans cette année-là, je vivais à Lyon, je gravissais les échelons dans l'analyse de données au sein d'une entreprise de logistique, travaillant de longues journées, construisant quelque chose qui ressemblait à un avenir. Au moment où j'ai eu 31 ans, j'avais dépassé les 6 chiffres. La première personne de ma famille à le faire. Maman a appelé le soir où je lui ai annoncé. Je me souviens exactement où j'étais, debout dans ma cuisine, mangeant des restes directement dans le plat. Pourrais-tu nous aider un peu ? A-t-elle dit, juste pour un temps, le temps que les choses se stabilisent. J'ai dit oui. Bien sûr, j'ai dit oui. C'étaient mes parents. Le dos de mon père ne serait plus jamais vraiment remis. Le prêt immobilier était dû le 1er de chaque mois. J'avais l'argent. J'ai dit oui. Et le 1er de chaque mois est devenu un jour différent pour les 11 années suivantes. Laissez-moi vous donner les chiffres, car les chiffres comptent. 1400 € par mois pour le prêt immobilier de mes parents. C'était le point de départ. La banque les avait signalés pour un palier de paiement plus élevé après 2 échéances manquées. Je suis intervenue. Puis est venue Brigitte, ma sœur aînée, 38 ans maintenant, mariée à Kevin, 2 enfants. Son assurance automobile était échue. La prime de réinscription s'accompagnait de pénalités. Juste le temps que je me remette sur pied, a-t-elle dit. 600 € par mois, assurance, immatriculation, renouvellement, essence les mauvais mois. Et puis Marc, mon frère cadet, 35 ans maintenant, mais il avait 24 ans quand ça a commencé. Son forfait téléphonique était sur le point d'être coupé. 400 € par mois est devenu la norme. Son téléphone, les abonnements de streaming qui s'accumulaient et ne disparaissaient jamais vraiment. Et puis il y avait la catégorie que j'ai fini par considérer comme divers. Chaque année apportait son lot. Les soins dentaires de maman quand sa propre couverture était épuisée. L'immatriculation de la voiture de Brigitte, 3 années distinctes. L'amende routière de Marc en 2019. Le chauffe-eau chez mes parents qui a rendu l'âme en février 2021.
400 € par mois en moyenne pour l'imprévu. 2800 € chaque mois pendant 11 ans. Je n'ai pas additionné le total avant de n'avoir rien d'autre à faire que de m'asseoir à ma table de cuisine dans le noir. 369 600 €. Ce nombre a cessé d'être abstrait lorsque je l'ai tapé. J'ai regardé la cellule se remplir et je suis restée assise là. Je n'avais jamais constitué de véritable plan d'épargne retraite. Je n'avais pas pris de vacances depuis 3 ans. Mais chaque premier du mois, l'argent quittait mon compte. Pas une seule fois en 11 ans, il n'est pas parti. Je veux être honnête à ce sujet. Je ne raconte pas cette histoire comme quelqu'un qui n'aurait eu aucune part dans son déroulement. J'aurais pu poser des questions. J'aurais pu fixer une limite de temps. En 2017, j'ai essayé. Marc avait demandé 200 € supplémentaires par mois pour des cours en ligne. Il disait qu'il allait obtenir une certification. J'avais des questions. J'ai d'abord demandé à Carole s'il s'était réellement inscrit, s'il y avait d'un vrai programme. Sa voix a changé en environ 4 secondes. Tu ne te soucies pas de l'avenir de ton frère, a-t-elle dit, il essaie. Il essaie vraiment. J'ai dit, je voulais juste comprendre le plan. Ton père et moi avons tout sacrifié pour cette famille. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. J'ai payé les 200 € supplémentaires. Marc ne s'est inscrit à rien. La charge a duré 8 mois avant que je ne la coupe sans dire un mot. C'était le schéma. Chaque fois que je soulevais une inquiétude, la conversation passait immédiatement au sacrifice de Carole, à ce que cela signifierait si j'arrêtais de me soucier, à ce que la famille penserait de moi. Denis restait silencieux à l'autre bout, et je sentais le poids d'un silence que je ne savais pas comment porter. J'ai appris la règle rapidement, les questions coûtaient plus cher que l'argent. Il y avait une autre chose que je n'ai su que plus tard. Quand Carole parlait de moi à Patricia et aux autres membres de la famille élargie, elle présentait mes contributions comme quelque chose que je faisais volontairement, fièrement même. Françoise adore aider la famille, disait-elle. C'est juste sa nature. Personne dans la famille élargie ne connaissait le vrai chiffre. Carole s'en était assurée. Pas avant le matin où j'ai appuyé sur envoyer. En septembre dernier, j'étais dans la même entreprise depuis 9 ans. L'évaluation de performance que j'ai reçue ce mois-là était la meilleure de ma carrière. Mon manager utilisait des mots comme exceptionnel et indispensable. Je dirigeais une équipe de 6 personnes. J'avais bâti toute l'infrastructure analytique pour une entreprise de logistique de taille moyenne, de A à Z, pendant près d'une décennie. C'était la mienne à tous égards importants. Et mon compte d'épargne contenait 22 000 €. Pour une femme de 42 ans avec un salaire à 6 chiffres, ce chiffre aurait dû être plus élevé. Je le savais. Chaque fois que j'ouvrais le compte sur mon téléphone, je faisais le calcul mental. 5 mois de dépenses, peut-être 6 si je réduisais tout. Je me disais que je le construirais après la prime de fin d'année, après les vacances de Noël, après que les choses se soient stabilisées. La dernière fois que j'avais acheté quelque chose purement pour moi, pas pour l'organisation de Noël, pas pour une visite familiale, juste pour moi, c'était 14 mois auparavant. Une seule veste en solde. En octobre, la rumeur a commencé à circuler au bureau. La société mère se restructurait. Personne ne savait quelle division. J'ai entendu parler de consolidation lors d'une réunion du jeudi. La semaine suivante, j'ai surpris une mention de réduction d'effectifs dans le couloir devant le service des RH, de la manière dont les gens disent des choses en espérant que personne ne les entende. Je n'étais pas inquiète. J'avais l'évaluation de performance. J'avais 9 ans de connaissances institutionnelles. J'avais construit les systèmes sur lesquels l'entreprise fonctionnait. Je n'ai plus regardé les 22 000 €. Je me suis dit que tout irait bien. Je me suis trompé le dessus. Mercredi, 9h47 du matin, une coordinatrice RH que j'avais rencontrée 2 fois m'a envoyé une invitation de calendrier avec une fenêtre de 15 minutes. Pas de ligne d'objet, juste mon nom et un numéro de salle de conférence. Je suis entrée et j'ai trouvé 2 personnes que je reconnaissais à peine, une responsable RH senior et quelqu'un de la société mère. Nous supprimons votre poste en raison d'une réorganisation structurelle, a dit la responsable RH.
Ce n'est pas un problème de performance. Je me souviens de chaque mot, non pas parce que j'enregistrais quoi que ce soit, mais parce que le cerveau fait ça. Il retient la phrase exacte qui met fin à quelque chose. À midi, 40% de mon département avait disparu. Je l'ai découvert en retournant à mon bureau et en trouvant les chaises autour de moi vides. Des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années, juste partis. Mon indemnité de licenciement couvrait 3 mois. Standard, adéquate sur le papier, sauf que 2800 € devaient quitter automatiquement mon compte le premier du mois suivant, comme cela avait été le cas chaque mois pendant 11 ans. Ce détail ne figurait sur aucun document de l'entreprise. Je ne suis pas rentré après avoir rangé mes affaires. J'ai pris mon sac d'ordinateur portable, ma tasse de café et la petite photo encadrée de mon coin de bureau. Je suis sorti dans l'air d'octobre et j'ai marché pendant 40 minutes. Je me suis tenu sur un pont au-dessus de la Saône et j'ai fait le calcul sans le vouloir. 3 mois d'indemnité de licenciement, 22 000 € d'économie, 2800 € qui partent le premier. Au rythme actuel de dépenses, j'avais peut-être 5 mois avant que les choses ne deviennent critiques. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère en premier. Maman a répondu au deuxième coup. Je lui ai tout expliqué clairement, la restructuration, le poste supprimé, les 3 mois d'indemnité de licenciement. J'ai expliqué que je devais suspendre la contribution au prêt immobilier le temps de me remettre sur pied. Elle est restée silencieuse pendant 2 secondes. On va trouver une solution, a-t-elle dit d'une voix plate, comme un fait établi. Puis, avant que je n'aie repris mon souffle, elle a demandé si elle devait appeler la banque, non pas pour explorer des options pour eux, mais pour demander ce qui se passerait si un paiement était en retard concernant le prêt immobilier, pas concernant moi. J'ai dit que je la recontacterais. J'ai raccroché. Brigitte a décroché au premier coup. Même information, même formulation. Je lui ai dit que je devrais suspendre la contribution à l'assurance automobile pendant un certain temps. Oh, a-t-elle dit, c'est vraiment pas pratique. Kevin et moi comptions être couverts tout l'hiver. Pas, est-ce que ça va? Pas, je suis tellement désolée. Pas même une pause où l'inquiétude aurait pu exister un instant. Je vous tiendrai au courant, ai-je dit. Puis Marc. Le téléphone a sonné 4 fois. Puis sa messagerie vocale. J'ai laissé un message. Calme, court. J'ai expliqué ce qui s'était passé et j'ai dit que je devrais suspendre ces paiements de téléphone et d'abonnement. J'ai dit que je le recontacterais. Il n'a jamais rappelé. Je me suis assise sur le trottoir à 2 pâtés de maison de mon immeuble. Le béton était froid à travers mon pantalon. Je ne pleurais pas. Je pensais à ces 3 appels et au fait que dans aucun d'eux, personne n'avait demandé si j'allais bien. Pas une seule personne. Je suis rentrée chez moi et je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai rédigé un message à tous les 3. Je l'ai gardé court, je vous ferai savoir quand j'aurai plus de clarté. J'ai besoin de quelques semaines. Envoyé. Puis j'ai regardé l'écran. 48 heures se sont écoulées. Aucune réponse de leur part. Pas un appel, pas une réponse, pas un « prends soin de toi » de la part de quiconque venait d'apprendre que la personne qui couvrait un total de 2800 € par mois était maintenant sans emploi. Le 3e jour, j'ai ouvert mon application bancaire. Le virement automatique était programmé pour le premier du mois suivant, dans 6 jours. Je suis allé dans les paramètres de virement. Je l'ai désactivé. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas expliqué. Je l'ai juste désactivé. Pendant 11 ans, le premier du mois avait signifié une chose, l'argent part. Ce premier jour, rien n'est parti. Ce fut le matin le plus silencieux dont je me souvienne. Je me suis dit que l'absence de 2800 € produirait sûrement au moins une question. Jour 7, jour 10, jour 14, rien. J'ai commencé à faire de longues promenades le matin. J'ai mis à jour mon CV. Je faisais du café à la maison au lieu d'aller à celui du coin. Je regardais mes économies changer de petites sommes et faisais le calcul tous les quelques jours. Je me disais que quelqu'un appellerait bientôt. Une semaine, ce n'était rien. Les gens étaient occupés. Jour 20, jour 25, jour 30.
Le téléphone est resté silencieux et j'ai commencé à comprendre quelque chose que je ne m'étais pas permis de comprendre auparavant. Que le silence n'était pas nouveau. Le silence avait toujours été là. J'avais juste été trop bruyante avec les paiements pour l'entendre. La recherche d'emploi a commencé le lendemain du jour où j'ai vidé mon bureau. J'ai mis à jour mon CV le soir même. J'ai contacté d'anciens collègues. J'ai créé un tableau de suivi, entreprise cible, date de candidature, colonne de statut, fenêtre de suivi. La façon dont je suivais tout, parce que les données étaient la seule chose en laquelle je savais avoir confiance quand tout le reste allait de travers. En 30 jours, j'ai soumis 42 candidatures, 2 entretiens téléphoniques, un qui n'a mené à rien après la première conversation. Un autre où la recruteuse a cessé de répondre après le deuxième email. Je mangeais à la maison tous les soirs. J'ai annulé les 2 abonnements de streaming que je payais encore pour moi-même. J'ai commencé à me réveiller à 3 heures du matin pour faire des calculs que j'avais déjà fait 2 fois avant de m'endormir. Pendant ce temps, personne de ma famille n'a appelé. Je savais que Brigitte allait bien. Techniquement, elle a posté une story Instagram le 22e jour. Une table de restaurant, des bougies, la main de Kevin dans le cadre, une légende qui disait « Soirée en amoureux ». Je l'ai regardé 2 fois. Je n'ai pas cliqué sur le cœur. J'ai posé mon téléphone. Je l'ai repris parce que j'étais consciente de ce que je faisais, cataloguant des preuves que les gens que j'aimais ne se souciaient pas de moi, et je ne voulais pas devenir cette version de moi-même. Mais la preuve n'était pas quelque chose que j'avais fabriqué. Elle était juste là. Noël était dans 6 semaines. Je l'avais organisé chaque année pendant les 11 dernières. L'année dernière, 14 personnes, 840 € de nourriture, de vin et de décoration. J'avais tout coordonné depuis Lyon, jusqu'à qui apportait quel plat d'accompagnement. Aucune de ces 14 personnes n'avait appelé en 30 jours. J'ai continué à compter. Le 35e jour, Sophie m'a envoyé un message. Nous avions été dans la même entreprise pendant 4 ans avant son propre licenciement au printemps précédent. Nous n'étions pas proches au point de nécessiter un contact constant, plutôt le genre d'amis qui se connaissaient vraiment sans avoir besoin de le programmer. Son message était de 3 mots, « Comment vas-tu ?» Nous nous sommes rencontrés dans un café près de son appartement un mardi matin. Elle était déjà à une table de coin quand je suis entrée. Elle m'a regardé comme quelqu'un qui peut dire que vous portez quelque chose seul depuis trop longtemps. Je lui ai tout dit. Pas une version édulcorée. Tout. Les paiements, les années, les chiffres précis, les 3 appels téléphoniques le jour où j'ai perdu mon emploi. 35 jours sans un seul mot de qui que ce soit. Elle a posé sa tasse. Ils n'ont pas appelé une seule fois, a-t-elle dit. Pas une seule fois. Elle n'a pas essayé de minimiser. Elle a accepté la situation. C'était la bonne chose à faire. Ce que je ne savais pas à l'époque, ce que j'ai découvert des semaines plus tard quand mon père m'a finalement dit, c'est que le 47e jour, il avait pris son téléphone. Il avait fait défiler jusqu'à mon nom. Il était assis seul dans la cuisine de Saint-Amand-les-Eaux et il voulait appeler. Carole est entrée et a vu ce qu'il faisait. Laisse-la tranquille, a-t-elle dit. Elle gère la situation. Il a posé le téléphone. Il m'a dit plus tard qu'il avait pensé à ce moment chaque jour après. Je l'ai cru. Mais le 47e jour, je ne savais rien de tout ça. Je savais seulement que personne n'appelait, et je n'avais plus de manière de l'expliquer charitablement. Au 61e jour, mes économies s'élevaient à 8200 €. J'ai vérifié le chiffre 3 fois pour m'assurer, moins de 2 mois de dépenses réelles. L'indemnité de licenciement avait couvert la première période, mais 61 jours de factures, d'épicerie et une recherche produisant plus de rejets que de rappels avaient réduit le compte de 22 000 € à cela. J'avais un 3e entretien pour un poste de responsable analytique dans une entreprise de logistique basée à Toulouse, entièrement à distance. Ça s'était bien passé. J'attendais l'offre. Le 70e jour, j'ai ouvert Excel, non pas pour la recherche d'emploi, mais pour autre chose. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire ce soir-là. Je pense que j'étais fatiguée de faire les calculs dans ma tête sans jamais les voir écrits clairement. J'ai commencé à taper des dates, des montants en euros,
des noms dans la colonne bénéficiaire. J'ai traversé 2013, la première année complète de paiement, le total pour cette seule année, 33 600 €. J'ai ajouté 2014, même chiffre. Puis 2015. Au moment où j'ai atteint 2018, j'avais cessé de respirer normalement, non pas de colère, mais à cause de la pure verticalité du chiffre. 11 ans de loyauté mensuelle rendue sous forme de colonnes de chiffres sur un écran, cohérent et silencieux, et complètement invisible jusqu'à ce moment. J'ai enregistré le fichier. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Je n'avais même pas consciemment décidé de faire quoi que ce soit. Mais quelque chose avait changé dans l'acte de le construire. Le genre de changement qui ne revient pas en arrière. 80 jours. Je veux que vous y pensiez un instant. 80 jours. Et je n'avais pas entendu la voix de ma mère, la voix de ma sœur, ni la voix de mon frère. Pas une seule fois. Je construisais un tableau à ma table de cuisine, regardant mes économies baisser, me demandant si j'avais imaginé 11 ans de paiement qui s'étaient évaporés. Si vous avez déjà été la personne qui a tout tenu, puis avez senti tout le monde devenir silencieux au moment où vous n'avez plus pu, abonnez-vous tout de suite parce que ce que j'ai fait ensuite n'a pas été dramatique. Ce n'était pas bruyant, et ça a tout changé. Je reviens tout de suite avec le reste de l'histoire. L'offre est arrivée le 91e jour. Responsable analytique, entièrement à distance, une entreprise de fret et de logistique de taille moyenne basée à Toulouse. Salaire de base, 128 000 € par an, plus que ce que je gagnais au poste que j'avais perdu. J'ai lu la lettre d'offre 2 fois. Puis je l'ai signée et renvoyée le même après-midi. Je n'ai appelé personne. Je n'ai envoyé de message à ma famille. Pendant 11 ans, chaque bonne nouvelle, promotion, augmentation, nouvelles opportunités, avait fait sa première halte à Saint-Amand-les-Eaux avant d'aller ailleurs. Cette fois, je l'ai gardée silencieusement, juste pour moi, pendant une journée entière avant d'en parler à Sophie. Elle a dit, je le savais. Le 94e jour, j'étais à ma table de cuisine avant le lever du soleil. La fenêtre ne montrait qu'un bord gris d'où la lumière finirait par venir. J'ai pris mon téléphone. Le nom de ma mère figurait en haut de mes contacts, à la même place depuis 20 ans. Je n'ai pas appelé. Pendant 94 jours, j'avais attendu que ce numéro apparaisse sur mon écran. Non pas pour parler d'argent, juste pour entendre quelqu'un demander comment j'allais, si je dormais, si j'avais mangé quelque chose de décent. Ça n'est jamais arrivé. J'ai posé le téléphone face contre table. J'ai ouvert l'ordinateur portable. Le fichier Excel était toujours là, exactement où je l'avais laissé 3 semaines plus tôt. J'avais un nouveau travail, un revenu qui allait commencer dans moins de 2 semaines et une décision à prendre qui n'avait rien à voir avec tout cela. J'ai ouvert le fichier. Je suis allé à la dernière ligne. J'ai refait la formule de somme une fois de plus. 369 600 €. Puis j'ai commencé à construire la 4e colonne. Il a fallu 3 jours pour la compléter. J'ai parcouru 3 ans de relevés bancaires sur l'application, puis j'ai téléchargé des PDF des années précédentes. L'établissement conservait des registres plus anciens que la plupart des gens ne le pensent. Chaque virement était là. Date, montant, et ce que j'avais écrit dans le champ mémo. J'ai construit le fichier avec 4 colonnes, date, bénéficiaire, montant, raison. La colonne raison était celle dont la relecture m'a coûté quelque chose, non pas parce que j'avais éditorialisé. Je ne l'avais pas fait. J'ai copié les mots exacts que chaque personne avait utilisés lorsqu'elle avait demandé. Maman et papa, paiement prêt immobilier. Brigitte, renouvellement assurance auto. Marc, forfait téléphonique mensuel. Brigitte, laps d'immatriculation, 3e occurrence. Marc, amende routière 2019. Maman, soins dentaires, Lacune Assurance. 132 lignes pour les virements mensuels de base. 47 lignes supplémentaires pour les éléments irréguliers, les urgences, les lacunes, les réparations ponctuelles qui étaient devenues silencieusement récurrentes. La formule de somme s'est exécutée. La cellule affichait 369 600 €.
Je l'ai regardé longtemps. J'ai pensé à ce que ce nombre aurait signifié s'il avait été appliqué différemment. Un plan d'épargne retraite entièrement financé, une maison à moi, un coussin financier qui aurait transformé le licenciement d'octobre en un trimestre difficile au lieu d'une quasi-crise. Puis j'ai pensé à Patricia, la sœur cadette de ma mère, celle qui se présentait à chaque réunion de famille et trouvait toujours un moyen de me faire sentir comme une personne plutôt qu'une fonction. Elle m'avait dit quelque chose à Noël l'année précédente. Ta mère dit que tu adores faire des choses pour la famille, avait dit Patricia. Elle dit que c'est juste ta nature. J'avais souri, hoché la tête et n'avais rien dit. À l'époque, je n'avais pas su quoi dire. Maintenant, je savais. J'ai passé une soirée à décider quoi faire du fichier, non pas si je devais faire quelque chose. Cette partie s'était déjà décidée quelque part entre le 70e et le 94e jour. La question était de savoir qui devait le recevoir et sous quelle forme. Je n'allais pas le publier publiquement. Ni sur les réseaux sociaux, ni sur aucun forum. Exprimer de la colère devant des inconnus n'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est une chose entièrement différente de dire la vérité. J'ai dressé une liste de noms, les personnes de ma famille élargie à qui une version spécifique de cette histoire avait été donnée pendant des années. Patricia, qui croyait que j'étais quelqu'un qui aidait parce que c'était ma nature. Oncle Raymond, le frère aîné de mon père, retraité, pas un homme qui aimait les surprises, qui s'était assis à ma table de Noël pendant plus de 2 décennies et avait probablement entendu la version de Carole lors de suffisamment de dîners pour penser que c'était l'image complète. Quelques autres, des gens qui m'avaient regardé et avaient vu une femme qui donnait librement et s'en sentait bien parce que c'était le seul récit qu'on leur avait offert. Ils n'avaient aucune raison de penser autrement. Carole ne leur en avait jamais donné. Ma famille immédiate, maman, papa, Brigitte, Marc le recevrait aussi. Je n'ai pas écrit de ligne d'objet. J'ai joint le fichier et l'ai nommé soutien familial 2013-2024.xlsx. J'ai tapé chaque adresse email manuellement comme je le ferais pour un document de travail. Il fallait que ça aille à des personnes spécifiques. Je n'ai rien écrit dans le corps de l'email. Pas un mot, pas de cadre, pas d'accusation, pas d'explication. Le tableur avait son propre argument. Il le faisait tranquillement, précisément, sans émotion. C'était le but. J'ai regardé les 9 adresses dans le champ. J'ai déplacé mon curseur sur le bouton. Je ne l'ai pas envoyé ce soir-là. Je suis allée me coucher. Je voulais être certaine le matin. Je l'ai envoyé à 7h14 un lundi matin. Puis j'ai fait du café, les versé dans la tasse bleue que j'avais depuis l'université, je me suis tenue à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé la rue s'animer, un promeneur de chiens, une femme avec une poussette, un camion de livraison prenant un virage serré au coin. J'avais un nouveau travail qui commençait dans 12 jours. Mon premier jour tomberait le 1er du mois suivant, la même date qui avait été la plus chargée de mon calendrier pendant 11 ans. Cela allait signifier quelque chose d'entièrement différent maintenant. Je me suis changée en tenue de travail à 7h50, une habitude que j'avais gardée même en travaillant à domicile parce que cela m'aidait à réfléchir. Je me suis connectée au portail d'intégration de la nouvelle entreprise à 7h59 et j'ai commencé la liste de contrôle de configuration, formation à la sécurité, inscription aux avantages sociaux, demande d'accès au système. Mon téléphone était posé face vers le haut sur le coin du bureau. Je ne l'ai pas regardé. Il y a eu un moment dans ma vie, honnêtement, la majeure partie de ma vie d'adulte, où j'aurais rédigé et remanié des messages de suivi, surveillé les signaux, répété toutes les réponses possibles, géré la situation avant qu'elle ne me gère. Ce matin-là, j'ai rempli des formulaires. J'ai lu la documentation de gouvernance des données de l'entreprise. J'ai noté 3 questions à poser à mon nouveau manager le premier jour. Les feuilles de l'arbre devant ma fenêtre étaient d'un orange profond et or. Novembre était dans 4 jours. Le téléphone est resté face contre terre. À 9h03, il a sonné. C'était le numéro de ma mère. J'étais en train de lire un PDF sur la politique de gouvernance des données. J'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale. À 9h17, Brigitte a appelé. J'ai aussi laissé passer. À 9h45, maman a rappelé.
À 9h50, elle a laissé un message vocal. J'ai écouté pendant une pause entre les sessions d'intégration. Sa voix était ferme, sèche. Pas le son de quelqu'un qui avait été blessé, le son de quelqu'un qui avait été pris en flagrant délit. Françoise, je ne sais pas ce que tu penses faire, mais ce n'est pas correct. Tu dois me rappeler tout de suite. J'ai vérifié la durée du message. 23 secondes. En 94 jours, elle n'en avait géré aucune. Je cède mon téléphone et je suis retournée au document d'intégration. À 10h02, Carole a essayé de joindre Patricia. Je connais la chronologie parce que Patricia me l'a raconté après, en détail. Carole a appelé Patricia à 9h22 avant que Patricia n'ait ouvert son email ce matin-là. Le message était quelque chose comme « Françoise fait quelque chose d'étrange. Ne t'inquiète pas si tu reçois quelque chose d'elle. » Patricia a dit « Attends. » et a ouvert sa boîte de réception. Le fichier était là. Elle l'a ouvert en 30 secondes, chargé en 10 autres. Elle a regardé l'onglet des totaux. Elle a fait défiler les années. Elle a fait le calcul comme n'importe qui fait le calcul en regardant une colonne de chiffres qui ne devrait pas la surprendre mais qui le font. Carole, a-t-elle dit quand elle a rappelé, tu m'as dit qu'elle aidait juste un peu. 4 secondes de silence. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît, a dit Carole. Patricia a raccroché. Carole a rappelé Patricia 3 fois ce matin-là. Patricia n'a répondu à aucun de ses appels. J'ai découvert plus tard que Patricia était restée assise à sa table de cuisine à Bordeaux pendant longtemps après avoir raccroché. Elle m'a raconté cette histoire 2 fois maintenant, à chaque fois avec la même expression. Non théâtrale, juste immobile. Elle a parcouru le fichier colonne par colonne. Les dates, les montants, les raisons. Elle savait ce qu'était un paiement de prêt immobilier. Elle savait ce que coûtait une assurance automobile. Elle savait ce que représentait un forfait téléphonique chaque mois. Elle m'avait regardé organiser Noël pendant plus d'une décennie. Elle m'avait regardé de l'autre côté de la table et avait cru la version des événements qu'on lui avait donnée parce que personne ne lui en avait jamais proposé d'autre. Pendant ce temps, Carole s'est tournée vers Raymond. Oncle Raymond, le frère aîné de mon père, 66 ans, retraité, le genre d'homme qui termine ce qu'il commence et n'apprécie aucune surprise, avait ouvert l'email à son propre rythme. Quand Carole l'a joint par téléphone, il a été bref. « Je l'ai vu », a-t-il dit. « Raymond, il faut que tu comprennes. J'ai besoin d'appeler Denis », a-t-il dit. Carole n'a pas bien redirigé cette conversation. Raymond m'a dit plus tard qu'elle avait duré environ 8 minutes et qu'il avait dit l'essentiel de ce qu'il avait à dire sans élever la voix. Denis m'a appelé ce soir-là. Sa voix était calme, comme elle l'est quand quelque chose s'est installé au-delà du point de réaction. « Ton oncle a appelé », a-t-il dit. « Je sais, papa. »« Françoise. »« Je sais », ai-je répété. Nous n'avons pas dit beaucoup plus ce soir-là, mais nous le ferions. À 11h ce matin-là, j'ai rappelé Brigitte. C'était la première fois que nous nous parlions en 94 jours. Elle a répondu avant le 2e coup. Elle pleurait immédiatement. Pas le genre silencieux, le genre qui arrive avant toute phrase, remplissant l'espace avant qu'un mot ne soit choisi. Je sais que j'ai foiré, a-t-elle dit. Mais Françoise, tu as fait passer maman pour une horrible personne devant tout le monde. Brigitte, ai-je dit, une question. Elle est devenue silencieuse. En 94 jours, as-tu appelé pour demander si j'allais bien? Silence. Ce n'est pas une question compliquée. Encore du silence. Ce n'est pas, a-t-elle commencé. Ce n'est pas une question compliquée, ai-je répété, sur le même ton. Elle a raccroché. Je suis restée assise un instant. Puis je me suis levée, j'ai rempli mon café et je suis retournée travailler. À 14h15, un message est arrivé de Marc. La première communication de sa part en 94 jours. Je ne savais pas que c'était autant. C'était tout. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé mon téléphone et n'ai pas répondu immédiatement. Non par froideur, mais parce que j'avais sincèrement besoin de comprendre ce que je ressentais à ce sujet. Ce n'était pas une excuse. C'était une reconnaissance.
il y a une différence. Et j'ai appris qu'il est important de ne pas confondre les deux. Mais c'était le seul message de ma famille immédiate qui admettait une réalité factuelle de la situation sans la rediriger immédiatement vers les sentiments de quelqu'un d'autre. Pour Marc, qui avait passé 35 ans à éviter les conversations difficiles, c'était quelque chose. Je n'ai pas répondu ce jour-là, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Ce soir-là, j'ai rappelé ma mère. Elle a décroché au premier coup, parlant déjà avant que je ne dise un mot. Tu as fait du mal à cette famille, Françoise. Tu n'as pas pensé à ce que cela ferait à tout le monde. Ta tante, Raymond, tous ceux qui lisent ça et pensent. Maman, ai-je dit, elle s'est arrêtée. Je veux te poser une chose. Quoi? En 94 jours, combien de fois as-tu appelé pour demander si j'allais bien? Silence. J'ai laissé le silence. Tu sais, ce n'était pas si simple, a-t-elle dit. Je ne voulais pas te mettre plus de pression. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Encore du silence. Maman, ai-je dit, les paiements ont cessé. Ils ne reprendront pas. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix est devenue vive. Nous en dépendons. Le prêt immobilier seul. Je sais. Toi et papa devraient travailler avec la banque. Il y a des options. Ce n'est pas juste. J'ai payé ce prêt immobilier pendant 11 ans, ai-je dit. J'ai fait la chose la plus juste que je savais faire pendant 11 ans. Et quand j'ai eu besoin de quelqu'un pour prendre le téléphone et demander comment j'allais, j'ai eu 94 jours de rien. Elle a commencé à dire quelque chose sur le sacrifice, sur ce qu'elle avait abandonné, sur ce que la famille signifiait. Maman, ai-je dit, je t'aime et je ne fais plus ça. J'ai raccroché. Ma main ne tremblait pas. Mon café était encore chaud. J'ai pris une gorgée et je me suis assise dans le calme de mon appartement et j'ai compris pour la première fois depuis très longtemps que je n'étais pas obligée d'attendre qu'elle se sente mieux avant de pouvoir ressentir quoi que ce soit moi-même. Patricia m'a appelé cet après-midi-là. C'était la première fois que quelqu'un du côté de ma famille prenait l'initiative de me contacter pour me demander comment j'allais au lieu de me demander de gérer quelque chose en 95 jours. Elle n'a pas commencé par un discours. Elle a posé une question, tu vas bien, chérie? J'ai dû prendre une inspiration. Ces 3 mots après tout ce temps ont touché un endroit que je n'avais pas réalisé être sans défense. Je vais bien, ai-je dit. Je vais vraiment bien. Elle a dit qu'elle me croyait. Puis elle m'a raconté exactement ce qu'elle avait vu en ouvrant le fichier. Elle avait porté une histoire sur moi pendant des années. Généreuse, aimante, quelqu'un qui faisait des choses pour la famille parce que cela la comblait. Le fichier avait entièrement corrigé l'histoire. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Aucun de nous ne savait parce qu'on ne nous l'a jamais dit. Cette confirmation est tombée à un endroit important. Carole n'avait pas seulement gardé le chiffre secret. Elle avait activement construit une version de moi, une femme qui aidait parce qu'elle le voulait, parce que la générosité était sa nature, ce qui rendait beaucoup plus difficile pour quiconque de demander si tout cela était durable. La conversation de Raymond avec mon père avait été directe et sans beaucoup d'adoucissement. D'après tous les témoignages, Denis n'a pas partagé les détails immédiatement, mais à la fin de cette semaine-là, les membres de la famille élargie qui avaient toujours appelé Carole en premier étaient plus lents à répondre. Les messages de groupe pour Noël restaient sans réponse plus longtemps que d'habitude. Elle n'était pas coupée. Elle était juste visible d'une manière qu'elle n'avait pas été auparavant. Le tableur n'a jamais dit un mot sur elle. Il n'en avait pas besoin. Parfois, le document le plus précis est celui qui n'éditorialise pas. 3 jours après l'email, on a frappé à ma porte à 11 heures du matin. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas. Mon père se tenait dans le couloir, portant la veste marron qu'il possédait depuis 15 ans, tenant ses clés de voiture. J'ai ouvert la porte. Je suis descendu, a-t-il dit. C'était tout. J'ai reculé et je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis à la table de cuisine. Il semblait plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu, c'est-à-dire le Noël de l'année précédente, ce qui semblait il y a une décennie. Ses mains étaient jointes sur la table, comme il le fait quand il choisit ses mots avec soin. J'aurais dû appeler, a-t-il dit.
Pendant ces 94 jours, j'aurais dû prendre le téléphone. Je n'ai rien dit. Je veux que tu saches que j'ai failli le faire, a-t-il dit. Le 47e jour, ton nom était sur l'écran. Je savais déjà cela. Il me l'avait dit au téléphone 2 nuits auparavant, mais l'entendre en personne à ma propre table était différent. Ta mère a dit de te laisser tranquille, et j'ai écouté. J'y ai pensé chaque jour depuis. Papa, ai-je dit, je sais. Je ne suis pas là pour faire des excuses. J'ai juste besoin de demander. Il s'est arrêté, a réessayé. J'ai besoin de savoir s'il y a encore quelque chose ici. Oui, ai-je dit. Il y a encore quelque chose ici. Il a hoché la tête une fois. Nous sommes restés assis dans cette cuisine pendant 2 heures. Nous avons parlé de choses qui n'avaient rien à voir avec l'argent, de son dos, et de la façon dont les bonnes et les mauvaises semaines se succédaient toujours de manière imprévisible. L'érable de leur jardin qui était finalement tombé au printemps dernier. Quand il est parti, je l'ai regardé marcher jusqu'à sa voiture. Puis je suis rentrée et pour la première fois depuis des mois, je me suis permis de pleurer. Noël était dans 3 semaines quand l'email est parti. Chaque année, la séquence était la même. J'envoyais un message au groupe familial vers la mi-novembre. Je confirmais la date et le lieu, généralement la maison de mes parents à Saint-Amand-les-Eaux parce qu'elle pouvait accueillir le plus de monde confortablement. Je demandais qui apportait quoi. Je commandais la dinde, achetais le vin, le pain et les tartes, descendais la veille pour préparer, restais tard le soir. Ma carte à la fin se situait généralement entre 7 cents et 9 cents euros. Cette année, je n'ai rien envoyé. Je n'ai rien annulé. Je n'ai pas annoncé de changement. Je n'ai simplement pas initié. J'ai regardé la discussion de groupe, la même où, pendant 94 jours, pas un seul message n'était apparu pour demander si j'allais bien. Personne n'a envoyé un « et, on fait Noël ?» Personne n'a dit « c'est quoi le plan ?» Personne n'a lancé le fil de discussion. Carole a attendu que je la contacte. Je le sais parce que Patricia me l'a dit plus tard. Elle était certaine que j'enverrais le message habituel finalement. Brigitte a attendu que Carole dise quelque chose en premier. Kevin a apparemment demandé une fois. Brigitte a dit qu'elle ne savait pas ce qui se passait cette année. Marc n'a pas pensé à demander. Il me l'a dit lui-même des mois plus tard avec l'honnêteté brutale qui est la meilleure chose chez lui. J'ai juste pensé que quelqu'un d'autre s'en occupait, a-t-il dit. Personne ne s'en occupait. Le matin de Noël est arrivé. 31 années consécutives sans interruption de la tradition. Cette année, pas de table, pas de dinde, pas 14 personnes dans le salon de Saint-Amand-les-Eaux. J'ai cuisiné des pâtes faites maison sur ma propre cuisinière dans mon propre appartement, la fenêtre entr'ouverte et l'air de novembre qui entrait. Ce n'était pas le repas le plus triste que j'ai jamais eu, loin de là. Le lendemain de Noël, Sophie et moi nous sommes rencontrés pour le petit déjeuner. Elle était déjà à table quand je suis entrée, les 2 mains autour d'une tasse. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait répété comment demander comment j'allais depuis la veille. « Comment vas-tu » a-t-elle dit. « Je vais bien » ai-je dit. Pas juste pour dire ça. Elle a étudié mon visage un instant. « D'accord, je te crois. » Nous avons commandé. L'endroit était calme comme le jour après Noël l'est toujours. La moitié de la ville dormait, l'autre moitié était dans les avions. Nous avions le coin arrière pour nous. « Tu es allé quelque part » a-t-elle demandé. « Non, je suis restée à la maison. »« Noël ?» J'ai fait des pâtes, ai-je dit. Faites maison. Mieux que prévu. Elle a ri. Le vrai rire, pas le rire poli. Puis elle a posé la question qu'elle gardait en fait. 31 ans. Ai-je dit. La famille a fait Noël pendant 31 ans d'affilée. Pas une seule fois pendant cette période, ça ne s'était pas produit. Cette année, personne ne l'a organisé. Donc ça ne s'est pas fait. Parce que tu ne l'as pas organisé ? Parce que je ne l'ai pas organisé. Elle a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse et a réfléchi. Tu gérais cette table depuis 11 ans, a-t-elle dit. Plus longtemps, ai-je dit, de différentes manières. J'ai réalisé,
en le disant à voix haute, que je n'avais jamais, de ma vie d'adulte, cuisiné un repas de Noël qui était pour moi. Il avait toujours été pour 14 autres personnes. Les pâtes que j'ai mangées seule la veille au soir à ma propre table avec un verre de vin, la fenêtre entr'ouverte, était le premier dîner de novembre que j'avais mangé sans aucune obligation. C'était étrange à nommer. Étrange et aussi quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir comme un soulagement. 31 ans envolés. Non pas parce que j'ai annoncé quoi que ce soit, non pas parce que j'ai envoyé un message final. Envolée parce que j'ai cessé d'être celle qui faisait que ça arrive et personne d'autre n'a pris le relais. Je veux vous demander quelque chose avant d'aller plus loin. Si vous avez déjà été la personne qui a tout tenu, qui a envoyé le premier message, fixé la date, acheté la nourriture, passé les appels, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous ne le faisiez tout simplement pas? Laissez cela dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire maintenant car dans les prochaines minutes, je vais vous dire exactement ce que j'ai décidé à propos de l'argent, de ma famille, et de ce à quoi je veux que la prochaine partie de ma vie ressemble. Début décembre, je me suis assise avec une conseillère financière pour la première fois de ma vie d'adulte. Elle s'appelait Dana Lefebvre. Je l'ai trouvée par l'intermédiaire d'un collègue de mon nouveau travail. Elle avait la cinquantaine, portait des lunettes sans fioritures et n'adoucissait rien de ce qu'elle disait, ce que j'ai apprécié dès la première minute. Nous avons tout passé en revue. Mes économies, mon salaire, mon absence totale de véritable stratégie de retraite au-delà d'une contribution minimale à un plan d'épargne que je n'avais pas ajusté depuis 2 ans. Vous avez saigné une quantité significative de revenus mensuels, a-t-elle dit en regardant les chiffres que j'avais apportés. Je sais, ai-je dit. Elle m'a mis en place un plan d'épargne retraite. Nous avons augmenté ma contribution à un autre plan d'épargne à 15%. Nous avons établi un objectif d'épargne, 6 mois de dépenses minimum, avec un calendrier précis pour l'atteindre. Sur le chemin du retour, j'ai fait le calcul de ce à quoi mon compte ressemblerait dans 12 mois si 2800 € restaient dans ma colonne chaque mois au lieu de la quitter. Le chiffre était clarifiant de la manière dont les chiffres ronds le sont parfois. Je n'ai jamais envoyé de notification officielle à ma famille que les paiements étaient définitivement terminés. Il n'y a pas eu de lettre, pas de document. Le virement automatique était désactivé depuis le 3e jour de mon chômage. Je n'avais aucune intention de le réactiver. La décision avait déjà été prise. Je ne l'avais simplement pas raconté. Mes parents auraient besoin de travailler avec leur banque, des options de refinancement, des conditions ajustées, un examen de leurs revenus actuels. J'avais discrètement fait des recherches à ce sujet. Ce n'était pas facile, mais c'était faisable. J'avais passé 11 ans à résoudre des problèmes qui appartenaient à d'autres personnes. Celui-ci était le leur. 2 semaines après le début de décembre, un email est arrivé de Brigitte. Il était long, plus de 500 mots, ce que je sais parce que j'ai compté, habitude professionnelle. Elle a écrit à quel point elle était désolée, à quel point elle n'avait pas compris le poids de ce que j'avais porté, à propos de vouloir reconstruire les choses entre nous. Elle a utilisé le mot « reconstruire » 2 fois. Elle a dit qu'elle espérait que je savais qu'elle m'aimait. Je l'ai lu attentivement, puis je l'ai relu. Elle n'avait pas tort sur tout cela exactement. L'excuse était réelle, ou aussi réelle qu'elle pouvait l'être à ce stade. Elle n'avait sincèrement pas compris la situation dans son ensemble. Je croyais qu'elle m'avait aimé de la manière limitée et insouciante dont certaines personnes aiment les personnes qu'elles tiennent pour acquises, ce qui est toujours de l'amour, mais pas le genre qui tient quand ça coûte quelque chose. Mais j'ai remarqué ce qui n'était pas dans l'email. Aucune mention des 94 jours. Aucune reconnaissance que ses premiers mots après que j'ai perdu mon emploi concernaient son propre désagrément. Aucune prise en compte du fait que ce n'était pas seulement l'argent, c'était le silence qui avait suivi l'argent. J'ai répondu le jour même, « Brigitte, je t'entends. J'ai besoin de temps. Je te contacterai quand je serai prête. » Elle a répondu dans l'heure. Combien de temps? Je n'ai pas répondu à cela parce que je ne le savais sincèrement pas. Et parce que j'avais passé 11 ans à gérer le confort de chacun selon leur emploi du temps, la frontière n'était pas un mur. C'était une porte. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, c'était moi qui décidais quand elle s'ouvrait et pour qui et à quelles conditions. J'apprenais encore ce que cela faisait.
Cela ressemblait à quelque chose que j'aurais dû faire bien plus tôt. Vers le milieu de décembre, Marc a appelé. J'ai décroché. Nous ne nous étions pas parlé depuis que je lui avais laissé ce message vocal plus de 90 jours auparavant. Un long silence après le bonjour. Le genre qui se produit quand quelqu'un a préparé des mots et ne les trouve plus une fois l'appel connecté. Je ne sais pas quoi dire, a-t-il dit finalement. Tu n'as pas besoin de dire grand-chose, ai-je dit. Je ne savais pas. Il a fait une pause. Le montant. Je savais que tu aidais. Je ne savais pas combien. Je sais, ai-je dit. Ce n'est pas une excuse. Je sais ça aussi. Il est redevenu silencieux. Marc gère les conversations difficiles comme quelqu'un navigue dans une pièce sombre. Lentement, une main sur le mur, espérant ne rien renverser. J'ai mis en place mon propre forfait téléphonique, a-t-il dit. J'ai remarqué la suppression de la charge, ai-je dit. J'aurais dû faire ça il y a des années. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Pas de performance de pardon de ma part. Pas de discours sur l'avancement. Il savait qu'il avait laissé passer des années sans construire ce qu'il était capable de construire. Et je le savais. Et nous savions tous les deux que l'autre le savait. C'était la conversation la plus honnête que Marc et moi ayons jamais eue. Ce n'était pas une résolution. C'était quelque chose de plus proche d'une reconnaissance qu'une conversation était possible, ce qui était plus que ce à quoi je m'étais attendu de sa part 6 semaines plus tôt lorsque ce message de 2 phrases était arrivé, et je n'étais pas sûr quoi en faire. Nous avons parlé pendant 12 minutes de plus. Il a mentionné un emploi pour lequel il postulait, salarié avec des avantages. Je lui ai dit que j'espérais qu'il l'obtienne. Je le pensais. Quand nous avons raccroché, quelque chose qui était instable depuis longtemps s'est stabilisé. Ma mère a appelé un jeudi de la 3e semaine de décembre. J'avais commencé à répondre à ses appels de manière sélective, quand je me sentais prête, pas quand elle appelait. Cette fois, j'ai décroché. Elle était plus calme qu'auparavant. Pas d'agressivité au début. Elle avait parlé avec un conseiller, a-t-elle dit, quelque chose que Denis avait organisé, ce qui m'en a dit plus sur ses efforts que ce qu'il avait dit directement. Elle trouvait cela difficile. Je l'ai cru. Je veux te dire que je suis désolée, a-t-elle dit, de ne pas avoir appelé pendant ces mois. D'accord, ai-je dit. J'avais peur, a-t-elle dit. Peur de quoi? Une pause. Peur que tu me dises que tu ne pouvais plus aider. Je suis restée silencieuse. Maman, ai-je dit, donc ta première pensée quand j'ai été licenciée a été de savoir si je pouvais encore payer le prêt immobilier. Elle n'a pas répondu tout de suite. Je t'aime, a-t-elle dit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que tu m'aimes, ai-je dit, mais c'est ce qui s'est passé. Tu as appelé pour demander des nouvelles de la banque, pas de moi. Et puis tu es restée silencieuse pendant 3 mois. Je ne pensais pas. Je sais. Je n'allais pas terminer la phrase pour elle. Elle allait devoir la porter. Je ne te coupe pas les ponts, ai-je dit. Je ne disparais pas, mais j'en ai fini d'être la personne que cette famille appelle pour une facture. Si tu veux m'appeler parce que tu veux parler à ta fille, je suis là. Elle a pleuré. Je l'ai laissé faire. Quand elle s'est calmée, nous avons parlé pendant 15 minutes de plus de choses qui n'avaient rien à voir avec l'argent. C'était gênant et un peu saccadé, comme réapprendre à marcher après une longue période au lit. Un début, cependant, un vrai. La situation du prêt immobilier a pris environ 6 semaines à se résoudre. Mes parents ont contacté la banque en décembre et ont suivi un examen formel. Leurs revenus combinés, l'allocation d'invalidité de Denis et le salaire à temps partiel de Carole les ont qualifiés pour un plan de paiement restructuré. Le montant mensuel a légèrement augmenté par rapport au paiement initial du prêt immobilier une fois les conditions ajustées prises en compte, mais c'était réalisable. Pas confortable, mais gérable. L'ajustement le plus difficile a été le retour de Carole au travail à temps plein. Le cabinet dentaire lui a offert les heures supplémentaires. Elle les a acceptées. Cela s'est passé un mardi ordinaire de janvier avec des papiers ordinaires, comme les vrais changements dans les vraies vies se produisent habituellement. Pas de drame,
Pas d'annonce, juste un nombre de jours différents à l'accueil chaque semaine. Cela signifiait quelque chose que je ne pouvais pas dire à voix haute sans paraître méchante. Mais je l'ai pensé pendant 8 ans. L'arrangement lui avait permis de ne pas avoir à faire cela parce que j'étais toujours là. Denis m'a parlé du refinancement lors d'un de nos appels du mardi matin. Nous avions commencé à nous parler 2 ou 3 fois par semaine, juste nous deux, ce que nous n'avions sincèrement jamais fait de toute ma vie d'adulte. Il a dit que le processus avait été stressant mais réalisable. Il a dit que Carole s'adaptait. Puis il a dit quelque chose que j'ai noté ensuite parce que je voulais l'avoir exactement. Nous aurions dû faire cela il y a des années, a-t-il dit. Pas seulement à cause de l'argent, mais parce que nous aurions dû être autonomes. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai apprécié qu'ils le disent sans y être invité. C'était la chose la plus adulte que l'un de mes parents m'ait dite depuis des années. Ils n'ont pas perdu la maison. Ils n'en ont pas eu besoin. Et ils ont résolu le problème eux-mêmes parce que je n'étais plus la solution. Le paysage social de la famille s'était discrètement réorganisé. Patricia est devenue la personne à qui je parlais le plus souvent de ce côté de la famille. Pas par arrangement, juste par la gravité naturelle de qui avait demandé et qui n'avait pas. Nous dînions parfois au téléphone le dimanche soir, chacune cuisinant quelque chose dans sa propre cuisine, le programme de 3e cycle de sa fille, mon premier mois au nouveau travail, un livre qu'elle lisait, facile d'une manière que je n'avais pas attendue de la famille. Raymond m'a envoyé une carte en janvier, une carte physique, manuscrite, ce qui me disait tout sur le genre d'homme qu'il est. 3 phrases, j'ai toujours été fière de toi. Je veux que tu saches que je vois quel genre de personne tu es. Ton père a de la chance de t'avoir de son côté. J'ai gardé la carte sur le rebord de la fenêtre de ma cuisine pendant 2 mois. Au sein de la famille élargie, cousins, amis de longue date de mes parents, les gens qui passaient par les réunions de Noël. Le changement a été plus discret. Personne n'a fait d'annonce, mais les gens qui avaient toujours acheminé les appels via Carole avaient commencé à joindre Denis directement. La relation de Patricia avec sa sœur aînée était devenue mesurée d'une manière qu'elle n'avait pas été auparavant. Toujours civilisée, mais avec une nouvelle distance visible. Carole en a parlé à Denis qui m'en a parlé. Je n'ai pas offert de solution. Il y a un poids spécifique à être vu clairement après des années à opérer sous la version de quelqu'un d'autre de vous. Carole avait été la narratrice d'une histoire particulière pendant longtemps. Quand le document primaire est devenu disponible, un fichier simple avec des dates et des montants en euros et aucun commentaire éditorial, les gens ont fait leurs propres évaluations. Je n'avais rien d'autre à faire. Le dossier l'avait fait pour moi. En février, 3 mois après mon nouveau travail, mon compte d'épargne contenait 31 400 €. Je veux laisser cela s'imprégner un instant. 22 000 € quand j'ai été licenciée. Maintenant, 3 mois plus tard, non pas à cause du nouveau salaire seulement, mais parce que 2 800 € avaient cessé de quitter mon compte le premier de chaque mois. J'ai payé mes propres factures sans anxiété mathématique. J'ai alimenté mon plan d'épargne retraite avec la contribution maximale pour l'année, chose que je n'avais jamais faite auparavant. J'ai augmenté l'objectif de mon fonds d'urgence et j'ai commencé à calculer la date à laquelle je l'atteindrai. J'ai réservé un voyage à Nice fin avril. 4 nuits, un hôtel que j'ai trouvé un mardi soir en naviguant réellement au lieu de me dissuader des options avant d'en avoir choisi une. Je l'ai payé en entier sans faire de calculs séparés pour voir si je pouvais me le permettre. J'ai souvent repensé au 1er février depuis. Pendant 11 ans, cette date s'accompagnait d'une alerte téléphonique. Virement confirmé, 1 400 € à mes parents, 600 € au compte de Brigitte, 400 € au forfait de Marc. Puis quels que soient les extras, l'alerte arrivait et je la lisais et fermais l'application et continuais ma journée. La façon dont on passe à autre chose qui est simplement devenu un bruit de fond. Le 1er février, je me suis réveillée, j'ai fait du café, j'ai ouvert l'application. Mon solde était exactement ce qu'il était la nuit précédente. Rien n'était parti. Cela semble une petite chose. Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas une petite chose. Pour la première fois de ma vie d'adulte, le 1er du mois n'était qu'un jour. Je veux être claire sur quelque chose parce que je pense que c'est important. Je ne suis pas une simple victime dans une histoire simple.
Je sais que chaque mois pendant 11 ans, j'ai déplacé l'argent. Personne n'a rien tenu au-dessus de ma tête. Personne n'a falsifié ma signature. J'ai dit oui en 2013 et j'ai continué à dire oui pendant 131 mois distincts après cela parce que j'avais appris très tôt que dire autre chose signifiait payer un prix différent. Le prix d'être celle qui n'aimait pas assez sa famille. C'était une leçon que j'ai absorbée quand j'étais trop jeune pour la remettre en question et plus tard trop fatiguée pour l'annuler. Mais j'ai passé assez de temps avec cela maintenant pour le voir plus clairement. La femme que j'étais à 31 ans debout dans sa cuisine quand sa mère a demandé de l'aide le soir même où elle avait franchi les 6 chiffres. Elle a dit oui parce qu'elle aimait sa famille et voulait sincèrement aider. C'est aussi vrai. Les deux choses peuvent être vraies en même temps. Le choix que j'ai fait plus tard d'arrêter, de documenter, d'envoyer. C'était le mien aussi. Pas une vengeance. Je n'ai jamais aimé ce mot pour ce que j'ai fait. Le tableur n'a pas été construit pour punir qui que ce soit. Il a été construit pour corriger un dossier qui était tranquillement faux depuis une décennie. J'ai dit cela à Sophie lors d'un dîner en février. J'ai dit que je ne me sentais pas comme une héroïne. Elle a dit, c'est exactement ce que tu devrais ressentir. Quelqu'un qui a arrêté de faire quelque chose qui lui faisait du mal. J'y ai souvent pensé. Le but n'a jamais été de blesser qui que ce soit. Le but était que l'histoire soit exacte. Au printemps, la forme des choses avait changé. Non résolue, non réparée, juste différente. Honnêtement différente, ce qui est plus que ce que j'aurais pu prédire 6 mois auparavant. Denis et moi avions un appel téléphonique régulier le mardi matin. Il avait commencé à faire des mots croisés, ce qui nous donnait quelque chose de neutre et d'agréable à discuter. Il me demandait des capitales d'État obscures et des titres de chansons des années 80. J'étais meilleure dans la deuxième catégorie. Marc a eu le travail. Temps plein, avantages sociaux, une correspondance 401K qu'il allait utiliser. Il a envoyé un message quand l'offre est arrivée. 2 phrases. J'ai renvoyé 2 phrases. Nous ne sommes pas encore proches comme nous pourrions l'être un jour, mais la distance entre nous est honnête maintenant, ce qui est mieux que le genre de distance qui prétend être autre chose. Brigitte et moi avons eu un appel téléphonique en mars, 45 minutes. Elle a pleuré 2 fois. Pas moi. Nous n'avons rien terminé pendant cet appel, et je n'ai pas essayé. Elle traite les choses lentement. J'ai besoin de preuves avant d'ajuster mes attentes. Nous travaillons toutes les deux avec ce que nous avons. Carole et moi parlons les dimanches après-midi, moins qu'avant, plus que ce à quoi je m'attendais. Elle demande d'abord des nouvelles du travail, puis de l'appartement, puis si j'ai bien mangé. L'argent n'est jamais mentionné. Je pense qu'elle apprend lentement que la version de moi qui envoyait des paiements et la version de moi qui est sa fille sont la même personne, et qu'elle n'a accès qu'à l'une d'entre elles à la fois. Je pense beaucoup à cette distinction. C'est un genre de progrès silencieux. Le genre qui ne s'annonce pas. Le genre que l'on ne reconnaît que lorsque l'on se retourne et que l'on réalise à quel point l'ancienne version des choses est lointaine. Début avril, j'ai écrit quelque chose. Pas pour quelqu'un, juste pour moi. Je ne tiens pas de journal. Je ne suis pas quelqu'un qui traite les choses en les racontant en privé. Je travaille en construisant des structures, en faisant des calculs, en voyant ce que les données disent quand on les organise correctement. Mais ce soir-là, j'ai ouvert un document vierge et j'ai tapé une phrase et je l'ai regardé un moment. J'ai passé 11 ans à être la banque. Je passe cette année à apprendre à être une personne. Patricia était devenue de la famille d'une manière qui semblait choisie, ce qui la rendait plus solide que les choses qui avaient simplement été héritées. Raymond m'a envoyé une autre carte en mars, plus courte, juste quelques mots, et un petit dessin de cardinal, ce que notre famille a toujours associé à la chance. Je l'ai mise sur le rebord de la fenêtre à côté de la première. Sophie était quelqu'un que j'appelais sans raison, ce qu'à 42 ans j'avais presque oublié que les gens pouvaient simplement faire. J'ai pensé à la version de moi qui avait dit oui en 2013. J'ai pensé à toutes les versions qui continuaient à le dire. Je n'étais plus en colère contre elles. Elles ont fait ce qu'elles savaient faire avec ce qu'elles avaient à l'époque. Voici ce que je comprends maintenant. La générosité n'est pas de donner jusqu'à ce que l'on soit vide. Ce n'est pas de la générosité.
C'est de l'érosion avec un nom plus joli. Et les limites ne sont pas des murs. Une limite est une porte. Vous décidez qui la franchit et quand et quelles sont les conditions. Les conditions doivent être honnêtes. Et pendant 11 ans, les miennes ne l'ont pas été. Ni avec ma famille, ni avec moi-même. J'essayais de faire les choses correctement. Finalement, à 42 ans, j'essayais vraiment de faire les choses correctement. Fin avril, j'ai pris l'avion pour Nice. Siège côté hublot. J'ai apporté un livre que je n'ai pas ouvert pendant la première heure parce que je regardais la géographie changer en dessous. La grille plate de l'Ohio cédant la place aux collines de la Bourgogne, puis la longue approche côtière vers la Côte d'Azur. La chambre d'hôtel avait un petit balcon orienté à l'est. Le premier matin, je me suis levée avant 7 heures. J'ai fait du café avec la cafetière de la chambre et je l'ai apporté dehors et j'ai regardé la lumière se lever sur le port. Mon téléphone était à l'intérieur sur la table de chevet. Il ne chargeait pas parce que j'avais oublié de le brancher et je ne l'ai pas remarqué avant 1 heure. Je me suis assise sur ce balcon et j'ai pensé au premier de chaque mois pendant 11 ans. La façon dont la confirmation de virement arrivait et je fermais la notification sans vraiment la lire. La façon dont j'avais construit ma vie financière autour d'une sortie qui n'est jamais venue. La façon dont j'avais confondu la loyauté avec l'entretien, comme si l'amour était un abonnement que l'on renouvelait sans cesse pour maintenir le service en place. Patricia avait dit quelque chose quand je lui avais dit que je partais quelques jours. Bien, avait-elle dit. Va quelque part où tu n'es jamais allé. Ne pense à aucun de nous. J'avais fait exactement ça, ou presque. Le dernier matin, je me suis assise à nouveau sur le balcon avec un café et j'ai laissé le calme être calme. Le port était immobile. La lumière entrait sous un long angle.